tout de suite avec un gros sujet, puisque vous avez sûrement vu pop récemment depuis hier le hashtag Pfizergate un peu partout. De quoi retourne-t-il exactement? Exactement, ça va être dur de se prononcer, mais avec tous les éléments dont on dispose pour le moment, j'ai gratté jusqu'à l'ultime minute avant de vous proposer ce couvre-feu. Est-ce que déjà, messieurs, vous en avez entendu parler, puisque nous avons aussi l'ours en vocal avec nous? Alors, très très rapidement, mais j'ai pas compris exactement de quoi il s'agissait, donc tu vas nous expliquer ça. Eh bien, c'est ce que je vais m'employer à faire, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un des sous-traitants de Pfizer, une entreprise texane du nom de Ventavia, chargée d'une partie des essais pour le vaccin Pfizer-BioNTech, qui aurait compromis la procédure de double aveugle et tardé à assurer le suivi des effets secondaires. Donc voilà, ça c'est pour mon pitch, ça c'est pour mon chapeau. Maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Victoria qui nous dit qu'elle n'a pas suivi l'histoire, eh bien, en même temps, elle a pop assez récemment, donc voilà. Priorité à l'actualité, et on suivra ça au fil des multiples rebondissements qui ne manqueront pas d'émailler l'actualité. Alors comment le sait-on qu'il y a eu des manquements en termes de procédure? Pour le moment, cette affaire repose essentiellement sur un témoignage d'une ancienne employée, Brooke Jackson, qui a travaillé 2 semaines chez Ventavia avant de se faire licencier pour cette raison, pour la raison qu'elle a communiqué avec des tiers les problèmes qu'elle avait constatés. Jackson, qui était chargé de la direction des opérations d'un des centres, il y avait 3 centres de Ventavia pour 1000 patients, on y reviendra, avait remonté plusieurs problèmes à sa direction et exaspérée par l'absence de réaction, ou en tout cas la lenteur des réactions, elle aurait directement contacté la FDA, la Federal Drugs Administration, donc c'est un petit peu la NSM version états-unienne, et elle leur a communiqué notamment plusieurs photos, et la photo la plus importante qu'elle a transmise au BMJ, British Medical Journal, on voit sur cette photo, on verrait sur cette photo du matériel de vaccination avec les numéros d'identification des patients directement, des participants directement inscrits dessus. Donc c'est important parce que ça peut potentiellement lever en partie l'aveuglement, c'est pour ça qu'on parle de double aveugle de la procédure. Le patient ne sait toujours pas si on lui a administré un placebo ou pas, mais par contre le reste du staff, on va voir que ça pose problème. Pour rappel, qu'est-ce que c'est une randomisation en double aveugle? C'est quand ni le patient ni le médecin ne savent si c'est le vaccin ou le placebo qui a été injecté dans les deux groupes, les groupes test et les groupes contrôle. Salut Satil qui vient se percher sur l'enceinte comme d'habitude, répartis aléatoirement dans les deux groupes, justement pour ne pas fausser, parce que si on a un groupe qui est en meilleure santé, un groupe qui est plus âgé, forcément ça fausserait les résultats, et cette différence des résultats ne viendrait pas exclusivement du vaccin ou du placebo. Donc c'est pour ça qu'on cherche généralement à avoir un lissage statistique via la randomisation. Et donc voilà, randomisation dont ne doivent pas être au courant les participants et certains des expérimentateurs. Donc voilà, c'est pour les biais, en fait, ce qu'on appelle les biais qui sont liés aux effets contextuels de ces expérimentations. Il existe même, pour info, une procédure de triple aveuglement où les patients, les médecins et les personnes qui compilent les résultats ne savent pas non plus ce qui a été administré et à qui. Dans cet essai, seules les personnes chargées de la préparation et de l'administration des doses n'étaient pas soumises à un aveuglement. Le problème, c'est qu'en laissant les identifications, le reste du staff avait aussi moyen de lever cet aveuglement, justement. Alors, qu'est-ce que ça implique? Salut à Phoenix Arc-en-Ciel, qui nous rejoint. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave, docteur? Justement, ils vont nous répondre. Ici, les médecins donc auraient pu savoir qui recevait quoi, ce qui fausse, enfin les médecins et puis même le reste du staff qui intervient, tous les laborantins, les statisticiens, toutes les personnes qui sont partie prenante de l'expérimentation, ce qui fausse en partie la procédure. Alors la procédure d'aveuglement auprès des patients semble, elle, n'avoir pas été compromise. Et Ventavia avait la responsabilité d'un millier de cas, comme on le disait en introduction tout à l'heure, sur les 44 000 que comptait l'étude, donc en double aveugle, et donc répartis en deux groupes, les 44 000, et il n'a pour le moment pas été signalé de pareils manquements envers les autres sous-traitants. Je crois qu'il y avait plus de 100 sous-traitants pour Pfizer. J'ai lu 130, j'ai lu 150, je ne veux pas vous dire de bêtises par rapport aux chiffres sur le coup. Donc il y a rien qui a été remonté comme signalement, peut-être que ça viendra, je ne sais pas, je suspends mon jugement en la matière, mais en tout cas ce n'est pas encore le cas pour les autres sous-traitants du groupe pharmaceutique. Jackson, elle avait la responsabilité, comme on le disait, d'un des 3 centres
de Ventavia, je crois que les 3 centres étaient texans, mais je ne suis pas sûr, où se répartissaient, en tout cas les 3 étaient américains, où se répartissaient les 1000 patients. Alors je ne sais pas si dans son centre, on ne sait pas combien il y avait de patients dans son centre à elle, hein. Est-ce que c'est 333 dans les 3 et 334 dans le dernier, histoire de faire 1000, je ne sais pas. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est donc ce qu'il en était des autres centres, et si tous les 3 ont connu des manquements similaires à la procédure. Si les 3 en gros, si les 3 centres ont fait de la merde, ça ferait 2,28% des résultats qui pourraient potentiellement avoir été l'objet de biais. 2,28% sur les 44 000. Du coup, tant que le doute n'aurait pas été levé, si tant est qu'il soit levé, il serait pertinent de refaire les statistiques de l'étude qui avait été communiquée fin 2020 et que j'avais couvert sur cette chaîne. J'essaierai de vous mettre en fiche la vidéo concernée, de voir si ça impliquerait des changements significatifs. Est-ce que si on dégage ces 2,28% et qu'on prend que les résultats dont pour le moment on est sûr, est-ce que ça change globalement la tendance ou pas? C'est ça qui serait intéressant de voir. Et la FDA, qui a été contactée par l'AFP, qui n'a pas souhaité faire particulièrement de commentaires, aurait cependant renouvelé, je cite, sa pleine confiance dans les données qui ont conduit à soutenir l'autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Alors, déjà, vous voulez peut-être réagir à ce début d'information, et après, j'aurai des considérations d'ordre un peu plus généraliste. Alors, il y a On-Off qui pose une question dans le chat qui dit: si je comprends bien, on t'oblige à te faire vacciner, mais tu ne sais pas si c'est un placebo. Alors, il faut préciser quand même que ça concerne. Non, c'est des participants volontaires, hein, dans ces cas-là. Voilà, c'est ça. Pour tous les essais de phase 3, c'est toujours des participants volontaires aux études. Mais justement, c'est le principe de ne pas savoir si tu as un placebo ou pas. Et tu es informé de ça à l'avance. On est d'accord que quand tu vas te faire vacciner, que tu prends rendez-vous sur Doctolib ou autre pour aller te faire vacciner... T'as pas de placebo, évidemment. Ben là, voilà. là c'est pour ça, parce que les gens disent on est toujours en phase 3. En fait, nous, on est en phase 4, mais c'est pas parce que le suivi de la phase 3, je le rappelle à chaque fois, mais il est bon de le rappeler, c'est souvent, il y a un chevauchement des différentes phases dans les expérimentations sur les vaccins. On continue de suivre pendant des années la phase 3, ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas lancer la phase 4, qui correspond à la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est à l'échelle nationale, c'est ce qu'on connaît actuellement, et il n'y a pas de placebo, ce serait un petit peu absurde. Donc j'ai plusieurs articles que je vous partage par rapport à ça, si j'arrive à les afficher, voilà qui est fait. Un article du Figaro, là, qui m'a servi à faire cette chronique, un laboratoire accusé d'avoir malmené des essais sur le vaccin Pfizer. Un article de Numérama, Pfizergate, y a-t-il vraiment un scandale sur le vaccin de Pfizer? Ça fait beaucoup de guillemets pour un seul sujet, et donc l'article du BMJ qui est à l'origine de toute cette discorde, Researcher blows the whistle on data integrity issues on Pfizer vaccine trial. Donc ça jette le doute sur l'intégrité des data, des données par rapport à l'intégrité et non pas sur l'ensemble des données. C'est justement ce sur quoi je voulais vous amener dans cette deuxième partie. Le problème que pose selon moi ce hashtag. Alors déjà, c'est plus une remarque d'ordre cosmétique, mais je trouve amusante depuis le Watergate, cette manie de coller Gate, le Doritos Gate, on se souvient chez les gamers, le Gamergate d'ailleurs. Après chaque nom pour en faire un scandale, et puis en faire un scandale un petit peu plus racoleur. Alors j'attends avec impatience le Colgate, le jour où l'industrie des fabricants de dentifrice sera incriminée. Sait-on jamais, ça pourrait arriver. Ce sera le Colgate Gate, du coup. Bah non, juste le Colgate. Oh non, sinon c'est pas rigolo. Moi je veux que ce soit juste le Colgate. Et en réalité, ce dossier, du coup, si vous avez bien suivi l'histoire, devrait s'appeler le Ventavia Gate. Mais avec Pfizer dans le nom, là c'est sexy, là c'est vendeur, comme dirait l'autre. Et le problème, c'est que ce hashtag sous-entend que l'ensemble des résultats communiqués par Pfizer sont faussés au lieu de 2,28%, au pire des cas, si tous les centres Ventavia ont fait de la merde. Donc, du coup, quand Idriss Aberkan déclare, je vous le retrouve, son tweet, donc il n'y aura pas eu de vrai double aveugle dans les essais du Pfizergate. Question: où sont les escrocs et harceleurs qui ont tabassé Raoult quand sa première étude n'en avait pas? Réponse: ils ont disparu dès que 10 études en double aveugle ont validé l'hydroxychloroquine. Alors, ce qui est plutôt balèze, c'est que en un seul tweet, on a 3 problèmes. Problème numéro 1, même dans le pire scénario, donc ça on l'a un petit peu développé, ce qui veut dire si tous les centres Ventavia sont sujets au même manquement et si toutes ces fautes méthodologiques ont bien conduit à la levée systématique de l'aveuglement dans tous les cas de tous leurs centres, ce ne sont pas tous les essais de phase 3 conduits par Pfizer qui n'ont pas eu de vrai double aveugle, comme il dit, mais 2,28%. Soyons un minimum précis dans le racolage, tant qu'à faire. 2. Si Raoult
puisqu'il nous parle de Raoult, il n'avait pas réparti ses essais dans plusieurs centres de tests, avec certains qui avaient des procédures douteuses. Alors, il y a eu un cas, je crois que c'était la première étude où il y avait eu dans un hôpital qui était en dehors de Marseille, ceci dit, mais il me semble qu'ils étaient soumis aux mêmes procédures, mais c'était pas un des centres où il y avait un problème de procédure, c'était dans le design même de l'étude, pas dans son exécution qu'il y avait des problèmes. Donc, je trouve que c'est pas comparable. Et on se souvient, voilà, les problèmes qui étaient soulevés ne concernaient pas que l'absence d'une randomisation avec double aveugle. Enfin, déjà, rien que le placebo, visiblement Raoult est un peu contre le principe. Et donc, il y avait des groupes disproportionnés. Rappelez-vous les groupes cercueil avec des gens qui étaient plus en surpoids, qui étaient plus vieux, qui avaient plus de problèmes de santé. Dans le groupe contrôle que dans le groupe test. Donc, Bélial Spirit, l'amigo Bélial, disait souvent, appelle-le directement le groupe cercueil, en fait. Mais donc, évidemment, j'en ai longuement parlé dans mes vidéos précédentes sur le sujet. Je vous remettrai la playlist pareil en fiche si j'y pense. Les évidents biais de temps immortel. 9 over 1000 là sur le coup avec Raoult. Donc bon, voilà, comparons ce qui est comparable s'il vous plaît. Et numéro 3, dans les RCT qu'a proposé Aberkan, les auteurs concluaient visiblement à une absence d'effet bénéfique de l'hydroxychloroquine. Aberkan ferait donc dire aux auteurs l'inverse de ce qui conclut réellement, mais on a l'habitude, hein, j'ai même fait une vidéo sur le sujet, HCQ Meta, C19 Studies, ce genre de conneries, qui en fait distordent les résultats des auteurs, ou alors qui partagent des choses complètement fantaisistes. Vous vous souvenez, on avait vu un groupe contrôle de une seule personne qui était morte, donc 100% de mortalité sans hydroxychloroquine, forcément, du coup à côté, là c'est sexy, là c'est vendeur aussi. Ici, un tweet de l'ami Loni Besançon que j'avais interviewé sur cette chaîne, je lui fais confiance sur ce dos, mais allez vérifier si la question vous intéresse toujours. Il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse plus. Moi, le premier, j'ai suffisamment traité le dossier pendant suffisamment de temps. Ce cher docteur Aberkan devrait passer moins de temps à écrire PhD dans sa bio et plus de temps à lire les études qu'il partage. Il en donne 10 en RCT en faveur de l'hydroxychloroquine. L'une n'est pas un RCT, 6 autres sont en défaveur de l'hydroxychloroquine. Enfin bref, c'est du coup un petit peu dommage de s'appuyer là-dessus. Donc 3 problèmes en un seul tweet, on disait. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille prendre, redevenons sérieux, ces problèmes méthodologiques de Ventavia à la légère. Suspendons notre jugement jusqu'au résultat des enquêtes et affaire à suivre, donc, chez Ventavia et idéalement chez les autres sous-traitants qu'a utilisé Pfizer pour cette étude. Donc, je vous mettrai tous les liens dans la rediff, j'essaierai d'en faire une rediff et je vais prendre vos réactions. Ah, il y a SN2 qui a spammé plein de messages, visiblement, et tu as dû intervenir, Lisandre. Il a fallu, oui. C'était pas très constructif, on va dire. D'accord. Idriss qui partage 10 études, toutes non valides, justement. Ouais, c'est un petit peu dommage d'argumenter de la sorte. C'est le classique, ça, j'ai l'impression, hein, de dire regardez cette étude qui valide la chloroquine, et en fait, personne ne va vérifier. Les gens vont retweeter ça en masse s'ils pensent que la chloroquine est bien, et personne ne va aller vérifier derrière si vraiment cette étude valide. Enfin, toi, tu avais fait l'expérience hein, sur le site, c'était quoi, HCQ Meta, test ou je sais pas quoi, HCQ Meta, voilà. Et voilà, tu prenais des études au hasard qui validaient la chloroquine, et quand on analysait finement les résultats, alors j'avais pas pris tout à fait au hasard, j'avais pris les plus favorables exprès. Celles qui avaient les chiffres les plus impressionnants. Et je crois que j'en avais pris 6 et soit elles étaient fantaisistes, soit elles étaient beaucoup plus prudentes que leur faisait dire HCQ Meta, soit elles concluaient carrément à l'inverse. Ouais, donc c'est ce que dit le classique. Alors on dit sur ton chat, Aberkan, un charlatan à tous les niveaux, c'est un escroc. N'allons pas jusque là, il est sûrement très intéressant sur plein de choses. À mon avis, il est plus dans le développement personnel que... À une époque, il était en mode... il utilisait le mot neuro devant tous les mots, un petit peu comme Batman, mais Bat avant, sa Bat-échelle, sa Bat-mobile, sa Bat-fusée. Et Idriss Aberkan, c'était les neurosciences. D'ailleurs, les neurologues n'avaient pas l'air d'être vachement à fond sur ces théories. Il y avait... D'aucuns parlaient de bullshit, mais je ne suis pas expert en la question, et ce n'est pas la question qui nous intéresse aujourd'hui. Didier Raoult qui nous dit bonsoir sur ton chat. Salut Didier, t'es mon youtubeur préféré. Bonsoir Didier. Il n'y a que 2% de l'étude Pfizer de bidon, ça va pour l'instant. 2,28% au pire. Encore une fois, si... alors, et bidon, pas bidon, ça voudrait dire que potentiellement, encore une fois, soyons prudents, c'est-à-dire qu'il a été possible pour une partie du staff de lever la procédure d'aveuglement. Mais dans ce cas-là, ça resterait une randomisation avec simple aveuglement. Ça ne voudrait pas dire que l'étude est bidon. Et ça ne voudrait pas dire que les 2,28% seraient bidons. Et encore une fois, il y avait 3 centres.
Donc, comme on se répartissait les patients sur les 3 centres, on peut tomber bien en dessous des 2,28%. Et encore une fois, l'enquête, il faut qu'elle mène son cours. Donc, 2,28%, c'est au pire des pires des cas. Bon, il peut toujours y avoir pire, hein, si on apprend que tous les sous-traitants, ils ont fait de la merde. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet de le penser. Donc, quand les gens disent c'est un Pfizergate, non, c'est tout au plus un... Comment s'appelle cette entreprise? J'ai oublié. Un Ventavia Gate. C'est pour ça que je concluais comme ça. Ouais, et puis, enfin, ces 2%, au final, ils sont pas bidons, c'est-à-dire qu'ils sont soupçonnés, ils sont teintés d'une possibilité d'être biaisés. Voilà, d'être biaisés par la levée de cet aveuglement. Mais en soi, ils sont peut-être tout à fait corrects, les résultats. Notamment de plus suivre les personnes qui ont pris le vaccin plutôt que les personnes qui ont pris le placebo. Enfin, il y a plein de biais qui peuvent être induits par la levée de l'aveuglement pour l'expérimentateur. Donc c'est une étude qui est mal menée, mais pas forcément, enfin mal menée en 2 mots, mais pas forcément fausse en fait. Il faudrait continuer en fait les recherches pour déterminer si les résultats sont faux ou faussés quoi. Et parce qu'il y a Aurel Pomme qui nous dit 2% c'est déjà trop, on parle d'un vaccin administré à des milliards de personnes. Mais justement, si tu prends, en fait, il y avait 44 000 patients. Si tu retires les 1000 et que tu en gardes les 43 000, est-ce que les chiffres, qui eux pour l'instant sont fiables, est-ce qu'ils donnent des résultats différents? Oui. S'ils donnent pas de résultats différents, en quoi c'est un problème quoi? Ça veut dire simplement que le pool de patients sur lequel on peut se reposer est moins important, mais à peine moins important. Parce que 44 000 patients, c'est quand même c'est quand même 2 gros bras, tu vois, c'est 2 bras de 22 000 personnes quoi. Enfin du coup 21 500 chacun. La question c'est est-ce que ces 2% en fait invalident le reste des études quoi? C'est ça la vraie question. Là, c'est pour ça que je disais il faudrait refaire les stats, mais ce serait, à mon avis justement, s'ils avaient vu un centre qui avait des résultats très très différents des autres, eh ben là ça les aurait menés à plus d'investigations. Ils se seraient dit attendez, il y a un problème, soit il y a un problème avec les patients, soit il y a un problème avec la méthode, mais pourquoi eux ils ont des chiffres complètement différents? Et à mon avis, s'ils l'ont pas suspecté jusqu'ici, mais là je ne peux faire que spéculer, c'est que les chiffres étaient relativement analogues. Donc bon, si les chiffres étaient relativement semblables avec un simple aveugle que tous les 130 ou 150 autres sous-traitants de Pfizer, bon, est-ce que qui eux ont eu un double aveugle, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ça veut pas dire qu'il faut pas taper sur les doigts de Ventavia et ne plus les autoriser à participer à des études de cette importance, ce genre de choses. Ça veut pas dire aussi qu'il faut sous-estimer le suivi qu'aurait dû être supérieur de la FDA, de SDOS en temps réel. Notamment, ils étaient censés enquêter sur les centres eux-mêmes, voire dépêcher des gens sur place pour vérifier si la méthode était correcte. Et en tout cas, si ça a été fait insuffisamment dans le cas de Ventavia. Les études suivantes pour l'instant un peu tôt pour conclure. Oui, c'est ça. Et puis en plus, alors avec les variants, du coup, les chiffres ont légèrement changé. Mais je me souviens que les premiers chiffres, les premiers retours de pharmacovigilance qui étaient à l'échelle nationale sur différents pays avaient même des résultats encore plus positifs que ceux de Pfizer. Donc bon, je sais pas tellement si ça remettrait quoi que ce soit en question en l'occurrence quoi. Ça remettrait quelque chose sur la méthode de ce labo, ça c'est sûr. De là à dire après c'est un Pfizergate, donc on nous ment depuis le début et cette étude est bidon, cette étude est bidonnée. Toute l'après-midi j'ai vu des gens qui disaient l'étude est bidonnée et en fait il faut ne pas avoir soit d'amour de la précision, soit la patience d'être rentré dans le détail pour pouvoir déclarer ça de façon aussi abrupte. Après Twitter on est limité en caractères mais tout de même. Et merci beaucoup à Emeter qui s'abonne à la chaîne, un grand merci à toi. Voilà, en tout cas, moi c'est ma conclusion. Est-ce que vous en avez une, vous, ou est-ce que tu as des choses que tu as à faire remonter de ton chat? Tiens, que je vais me mettre dans un coin d'ailleurs, ton chat. Il y a pas mal de gens qui disent, notamment FlyG, qui dit pour moi le problème ça reste la confiance qu'on peut accorder à ce labo, ça craint. Je trouve qu'il y a peu ou pas de considération du protocole. Moi c'est clair, moi je suis d'accord avec lui. Ventavia, faut pas l'autoriser à participer à des études aussi sensibles qui concernent autant de monde. Donc voir les taper au portefeuille, condamner les personnes qu'il faut condamner, bien sûr, évidemment. Et Tessioman qui nous dit il faut quand même vérifier que les autres sont bien en double aveugle, du coup voilà. Ouais, on est d'accord. C'est ce que je disais dans ma conclusion, ce serait bien du coup rétrospectivement de mener des enquêtes sur la méthodologie, de ce qu'on peut observer sur les autres sous-traitants. Alors après, est-ce qu'il y aura des gens qui auront fait des enquêtes en interne
à l'époque en prenant des photos avec leur smartphone comme l'a fait Brooke Jackson, je ne sais pas. En l'occurrence, si elle l'a fait, c'est parce que elle avait l'impression que ce serait la seule façon de faire bouger les choses. Enfin, d'après ce que j'ai compris. Ce qui est rassurant, c'est que cette lanceuse d'alerte, elle est écoutée, elle est prise au sérieux, que les résultats vont être revus, etc. Donc ça, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que, en l'occurrence, je sais pas s'il y a d'autres affaires qui ont été étouffées ou quoi, mais en l'occurrence, cette alerte-là, elle n'a pas été étouffée, et le fait que ce labo ait mal fait les choses... Tous les médias en parlent, tous les réseaux en parlent, et du coup, il faudra voir quelles conséquences ça aura par rapport à Pfizer et à ses sous-traitants, et éventuellement au contrôle des process, parce que c'est pas les process eux-mêmes qui sont à remettre en question, mais bien la réalisation de ces process. Et donc comment on contrôle la bonne exécution de ces procédures, de cette méthodologie, c'est toute la problématique. Après, bien sûr, problématique d'urgence aussi, hein. Visiblement, ils étaient un peu dépassés par le nombre de problèmes qu'ils avaient à gérer dans le labo, en sous-effectif. Enfin, il y avait pas mal de problèmes qui ont été remontés, mais c'était celui-ci le plus important. Et donc, c'était celui que je souhaitais vous partager. Et Tessioman qui nous dit: il faut être super scrupuleux quand on touche à des sujets qui sont aussi polémiques. Ça fait juste pas très sérieux et ça met le doute sur l'ensemble de la démarche. Donc c'est sûr que si cette lanceuse d'alerte a estimé qu'il était indispensable de prendre la parole et de révéler ces choses-là, c'est que précisément, elle considère que le sujet est suffisamment important pour risquer de perdre son boulot, de se mettre à dos sa communauté professionnelle, etc. Donc, c'est pas mis à dos sa communauté professionnelle, par contre, elle s'est faite lourder, oui. Ouais. Ouais, tu vois, c'est toujours un risque, quoi, quand tu fais le lanceur ou la lanceuse d'alerte. Il y a toujours ce risque de se retrouver, blackboulé, comme on dit. Je sais pas si c'est sur ton chat qui dit: et Pfizer, on peut lui faire confiance. C'est débile de faire une confiance aveugle à une entreprise quelle qu'elle soit, hein. Mais Pfizer, en l'occurrence, ils ont eu des condamnations. Après, trouvez-moi un laboratoire qui n'a pas eu de condamnation. Dans ce cas-là, il faut faire confiance à aucun labo et du coup, jamais prendre aucun médoc. Comment on fait? Tu vois, c'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est que le gros de la recherche et de la production pharmaceutique est aux mains d'intérêts privés. Alors, comment on pourra remettre un petit peu de public là-dedans? Puis on est un peu obligé aussi de... Vous me connaissez. De faire... Ouais, vas-y. Enfin, vous connaissez ma position là-dessus. Pour moi, la santé ne devrait pas être un marché. Donc, à partir de là, vous avez toutes les conséquences qui en découlent. Ce qui ne veut pas dire que parce que c'est un marché, tout est faux. Mais par contre, puis, parce que ça a marché, c'est forcément un deal d'enculé. Voilà, on peut le résumer. On fait confiance tous les jours quand tu vas faire tes courses au supermarché et que tu achètes des produits transformés, etc. Tu fais confiance alors qu'on sait que certains de ces produits sont mauvais pour la santé, etc. Et donc, tu vois, la confiance pour le vaccin, oui, mais par contre, moi, c'est ce qui me... On en avait parlé la dernière fois, bon, ça avait fait beaucoup polémique, les gens n'étaient pas contents du tout que je dis ça, mais je vais le répéter. Mais si tu fumes des clopes et que tu dis: ah oui, j'ai peur de faire le vaccin, mais que tu fumes des clopes toute la journée, bon... Alors, on est d'accord que, tu vois, il y a quelque chose qui est un petit peu contradictoire. C'est-à-dire que on te dit explicitement que ça tue toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? Alors non, il y a un peu d'hypocrisie parce que voilà, mais alors est-ce que parce que tu fumes des clopes, tu n'attaches plus ta ceinture, tu ne respectes plus les limitations de vitesse, tu joues à la roulette russe avec un flingue? Non, tu vois. T'as le fond. Bah non, mais tu vois, enfin pour moi, c'est pas un argument vraiment recevable, tu vois, mais. C'est dans le sens, si tu es ultra exigeant avec. Non, tu vois, il s'agit pas d'être exigeant. Et puis pourquoi tu le serais pas forcément pour toi? C'est-à-dire, par exemple, moi je fume des clopes, moi je peux crever demain, bon bah peu importe. Mais il y a plein de gens qui fument pas de clopes et qui vont avoir le vaccin et du coup ils en ont peut-être pas conscience, mais moi j'en ai conscience à leur place, donc je gueule. Non, sur le positionnement, moi je suis d'accord. Après c'est sur le raisonnement et la façon d'apporter des conclusions sur lesquelles je peux pas trop souscrire à la plupart de leurs investigations, on va dire. Justement de leur absence d'investigation. Je trouve l'exemple de la club. Je suis pas trop pour non plus. C'est pas parce que les gens ils ont une conduite dangereuse qu'ils ont pas plus le droit de se plaindre de quelque danger que ce soit. En gros, pour résumer. Il y a Testioman qui nous dit c'est le cas dans l'aéronautique par exemple, l'industrie est privée mais les contrôles sont publics, que ce soit pour le développement ou l'exploitation. Je pense que c'est pareil pour le nucléaire. Pourquoi là c'est censé être le cas, c'était censé être sous contrôle de la FDA, tu vois. Et la FDA c'est public. C'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des financements privés, j'en sais rien comment ça se passe aux États-Unis, mais la FDA c'est un organisme public, oui. Et des contrôles sur le développement des vaccins, des médicaments, évidemment qu'il y en a des contrôles publics et que c'est pas un marché qui est libéralisé et où les labos font n'importe quoi. Ce qu'on peut par contre regretter, c'est qu'effectivement pour ce vaccin, il y a clairement des labos qui se sont fait des couilles en or, disons clairement les choses, vraiment voilà, qui sont devenus milliardaires, des patrons de labos qui sont devenus milliardaires,
alors même que les financements pour les recherches de ces vaccins étaient en grande partie des fonds publics qui ont été débloqués très rapidement pour aider à ça. Donc ça, c'est quand même problématique. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est quand même grave que dans une période de pandémie où on a besoin mondialement d'un développement rapide de vaccins, il y ait finalement des labos qui, vous voyez, c'est les financements des recherches sont publics, mais par contre les gains in fine sont privés, alors même que c'est une situation catastrophique pour tout le monde. Tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément problématique là-dedans, quoi. Et donc de laisser au privé le soin de se faire énormément d'argent avec des vaccins, alors que c'est typiquement le moment où on devrait se mettre tout le monde sur le pont et on agit là pour le collectif humain, on n'agit pas pour les intérêts d'un patron de laboratoire, vous voyez. Donc c'est ça qui moi me pose le plus problème en fait dans cette histoire. Un truc bizarre, nous dit Pansette sur son chat, c'est que le labo qui a merdé obtient les mêmes résultats que les autres. Comment est-ce possible? Alors déjà, on n'en sait rien ça. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont eu les mêmes résultats que les autres? Et ça voudrait dire qu'au pire des cas, encore une fois, si tous les patients de tous les centres de Ventavia ont eu des manquements par rapport aux procédures d'aveuglement, ça voudrait simplement dire qu'on n'a pas des résultats très très différents, ce qui serait pas étonnant, entre le simple aveugle et le double aveugle. En fait, c'est ça que ça voudrait dire tout simplement. Enfin bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet, à moins que vous ayez d'autres réactions que vous souhaitiez me faire remonter. L'ours, Kali, dites-moi si c'est le cas. Moi de mon côté, on a Nagasaki qui nous dit « Ils travaillent tous pour Lucifer, carrément ». C'est une façon de voir les choses. Si on veut la rendre passionnée et peut-être un petit peu manichéenne, effectivement, c'est surtout des histoires d'intérêt, tout ça. Minimum, oui. Enfin bref, et le nôtre est de... Oui, l'ours ? Non, je vais juste dire qu'on sentait le raisonnement complexe et profond basé sur des faits complètement muables. Sur des éléments sérieux. Ouais. C'est rationnel et tangible. Je reconnais. Il faut abolir les brevets. Ça, par contre, ce sera un petit peu plus une piste, oui, effectivement. Mais rendre quand même la recherche intéressante, pas forcément financièrement, mais qu'elle a un intérêt pour les personnes, pour les découvreurs, ça les découvreurs, qu'ils aient un intérêt autre que pécunier de faire leur recherche. Je sais pas... La gloire, que ce soit scientifique ou d'avoir fait progresser l'humanité sur un plan médical, et je pense que ça pourrait suffire, et puis que les médecins continuent d'être bien payés. Mais oui, effectivement, le fait d'être le premier à découvrir pour pouvoir déposer commercialement le truc et avoir une exclusivité de plusieurs années et pouvoir le faire payer plein pot, c'est effectivement un problème. On conclura là-dessus. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez YouTube sur cette rediff et abonnez-vous à la chaîne de mon bon ami Lisandre qui ne streamera pas jusqu'à la semaine prochaine. Donc, mais à partir de la semaine prochaine, ou je sais plus exactement quand, il va revenir encore plus énervé. C'est ce que tu nous as promis. Ah oui, là, on sera au maximum. Au summum, même, comme dirait la chanson. Au summum, oui. On va être comme Sangoku après la salle du temps, tu vois, ça va être fou. C'est vrai que ça ressemble un peu à la salle du temps et de l'esprit chez toi. Effectivement. Ah bah là, oui, là je suis dans la salle du temps.